Un retour de vacances pour un certain nombre, d'autres ont veillé tout l'été. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre pied dans tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de changements. Il n'y a pas eu de folie comme on a pu en connaître à d'autres périodes estivales, mais il y a eu des changements importants. On l'a vu sur l'activité. On a eu des chiffres la semaine dernière de PIB en zone euro qui étaient plutôt une bonne surprise. On s'interrogera quand même sur le prolongement qu'on peut faire de ces chiffres. Ça, c'est un premier élément. On a eu des changements importants aussi en matière de politique monétaire, puisque McCartney, le nouveau patron de la Banque d'Angleterre, a modifié assez sensiblement la guidance, c'est-à-dire la façon dont la Banque d'Angleterre souhaite conditionner les anticipations des intervenants. Et puis on a aussi des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui extrêmement élevés. Et là-dessus, il y a de vraies interrogations. Est-ce que ça traduit qu'est-ce que ça traduit plutôt? C'est ça la question. Est-ce que c'est parce qu'on attend une croissance très rapide de l'économie américaine, si on prend les taux américains, ou est-ce que c'est plus lié à des problèmes de guidance, justement, puisqu'on se souvient que le 19 juin, Bernanke avait indiqué que il ne remonterait les taux que quand le taux de chômage sera à 6,5%, etc. Il y avait tout un tas d'éléments, mais c'est peut-être ça qui est remis en cause. On en parlera tout à l'heure, je laisse un petit peu de suspense. Mais voilà, on est sur ces problématiques-là, et sur les problématiques de guidance, eh bien, il va se passer un point intéressant, à mon sens, en septembre, c'est que tous les journalistes à la conférence de presse vont presser Draghi pour qu'il définisse lui aussi le cadre dans lequel il pourra éventuellement remonter ses taux d'intérêt. On sait qu'à la dernière conférence de presse, Draghi n'avait rien dit sur ces questions. Il avait dit, il avait relu 22 fois la première ligne de son communiqué de presse, mais sans en donner vraiment plus. Là, il va y avoir une pression supplémentaire qui sera intéressante à suivre. Ce sera début septembre. J'ai plus le chiffre, ça doit être le 3, le 4, c'est le 5 septembre, à suivre forcément sur la conférence de presse de Draghi. Donc voilà, ça sont les éléments d'introduction. On va commencer. Alors n'hésitez pas à poser des questions, hein, on ne s'est pas vu ou entendu ou écouté depuis un mois. Donc n'hésitez pas à poser des questions, vous avez la possibilité de le faire via l'écran sur lequel vous suivez cette conf call. Donc n'hésitez pas à le faire, plus c'est interactif, mieux c'est. Je rappelle aussi que on va traiter d'un certain nombre de sujets, il y en a d'autres que je n'aurai pas le temps de regarder ou qui sont un peu moins spontanément un petit peu moins importants, mais que vous pouvez retrouver sur le blog. Hein, je me fais ma petite pub, mais c'est important. Je mets pas mal de choses et il y en aura encore davantage dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à y aller ou à suivre sur Twitter. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, sur lequel il y a encore plus d'informations et qui est très simple à mettre en œuvre et très simple à suivre. Alors, on va commencer par la macroéconomie, les indicateurs qu'on a eus au mois d'août, notamment sur l'activité, sur les enquêtes. Hein, c'est quelque chose d'important. Ça débouchera sur les interrogations qu'il y a aujourd'hui sur les émergents. C'est la grande question. Hein. Moi, j'ai vu ça de manière très simple. Hein. Vous savez que j'interviens tous les matins sur BFM. Et hier, Stéphane Soumier, qui est le journaliste qui fait la tranche du matin, qui revenait de vacances lundi matin, hier, il m'a posé une question sur les taux longs américains, s'inquiétant du niveau des taux. Et ce matin,
il m'a posé une question sur les émergents, les problèmes qui se passent en Inde, en Indonésie, au Brésil. Il y a de vraies questions qui sont posées sur ces pays. Et donc, on est vraiment au cœur de la question. On viendra dessus très vite. Et puis, on parlera aussi des taux des chiffres de croissance en zone euro. Est-ce que le 0,3 de croissance sur la zone euro est quelque chose qu'on peut prolonger? Est-ce que le 0,5 en France est quelque chose qu'on peut prolonger? Voilà, c'est ce type de questions auxquelles il va falloir répondre et donc on va essayer de trouver quelques éléments de réponse dans tout cela. Alors premier point majeur, c'est toujours le même, sur les enquêtes qui sont menées auprès des entreprises. Donc on a là les chiffres qui ont été publiés début août, mais ça permet de se resituer, ça permet d'avoir une idée un peu rapide de ce qui se passe, mais qui est une idée intéressante. Regardez ce graphique, donc je rappelle la lecture, quand on est au-dessus de 50, la situation s'améliore, en dessous de 50, elle se détériore. Vous avez des indicateurs sur les pays industrialisés, USA, il y a deux indicateurs, l'indicateur ISM traditionnel et l'indicateur calculé par Markit. Ça donne une information un peu différente, mais qui est utile. Le Royaume-Uni, le Japon, la zone euro, l'indicateur mondial bien sûr, et les BRICS. Et ce qui apparaît très clairement sur ce chart, c'est que les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone euro sont en amélioration, en d'autres termes, et le Japon reste en zone d'amélioration. Donc en d'autres termes, les pays industrialisés voient leur conjoncture s'améliorer. Par contre, l'indicateur vert, qui est celui des BRICS, continue de se détériorer. Et quand on regarde le détail, on va le voir juste après, eh bien, ils sont tous dans le rouge, si je puis dire, à l'exception de l'Inde, qui est juste à la limite des 50. Donc on a une situation qui change, avec sur les indicateurs du mois de juillet, une accélération très nette dans les pays industrialisés, y compris en Europe, et par contre des pays émergents qui marquent le pas de façon significative. Ça c'est quelque chose qui est important. On avait souvent parlé de déconnexion éventuellement entre émergents et pays industrialisés. En fait, ce qu'on constate, c'est que la langueur des pays industrialisés pendant très longtemps, et qu'on voit sur ce graphique, on est autour de 50 depuis très longtemps, finalement pénalise les pays émergents. Et au moment où l'activité redémarre dans les pays industrialisés, les pays émergents ne peuvent pas suivre. C'est ça la logique. Et ce phénomène s'accompagne d'un autre élément, de deux autres éléments majeurs, qu'on va regarder juste dans le graphique d'après, puisqu'on y est. Si on regarde les BRICS, vous voyez que tous sont Brésil, Russie, Inde, Chine, tous sont très bas, à l'exception de l'Inde qui est à 50,1 sur le mois de juillet. Mais il y a trois phénomènes à prendre en compte. Il y a ce phénomène que j'évoquais sur la langueur de la croissance des pays industrialisés, parce que l'Europe et les États-Unis sont les grands clients de tous ces pays. Ça, c'est un premier point majeur. Le deuxième point important, et qu'on voit ici de manière très nette, c'est que la Chine se ralentit de façon très rapide. Là, il y a une vraie problématique qui est posée. Mais la Chine était, dans les années, depuis 2001, depuis l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, ça a été le dynamiseur de très nombreux pays émergents. Et aujourd'hui, le ralentissement de la Chine pèse sur l'Indonésie, pèse sur la Corée, pèse sur Taïwan, pèse sur le Japon aussi, sur le Brésil. Il y a une dynamique qui avait été très forte et qui aujourd'hui n'est plus assurée du tout. Et cette situation sur la Chine reflète le rééquilibrage de la croissance et puis l'essoufflement de cette croissance chinoise. Juste deux mots là-dessus. On l'avait évoqué, mais je reviens dessus parce que c'est important. Alors, il y a un premier élément qui est que la population active diminue. C'est ce qu'on a observé en 2012. Ça veut dire que, fondamentalement, vous n'avez plus les mêmes pressions pour créer des jobs.
hein, puisque vous avez moins ce déséquilibre de population qui arrive, qui veut travailler. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est le fait que si effectivement on rééquilibre la croissance vers davantage de consommation, eh bien comme il y a 400 millions, alors sur les normes chinoises, il y a de 400 millions de personnes qui arrivent dans les classes moyennes, eh bien, ce sont des gens qui ont envie de services. Et donc on voit se développer les services de manière très, très significative, mais on sait que les services ont une productivité beaucoup plus faible. Et donc, quand vous calculez un taux de croissance, c'est la productivité multipliée par les emplois créés. Donc, si vous avez une productivité qui est plus faible, si vous créez moins d'emplois parce que la population active est plus faible, eh bien, vous avez cette situation de ralentissement d'activité. Alors après, la question qui reste posée sur la Chine, c'est est-ce qu'il y a un risque de rupture? Ça, c'est toute la question qu'on a vue à la fin du printemps sur les tensions qu'on a vues sur le marché de Shanghai. Est-ce que les développements immobiliers et financiers qui y sont associés sont une source d'inquiétude sur la Chine? En d'autres termes, quand vous regardez les perspectives sur la Chine, vous avez un certain nombre d'économistes qui considèrent qu'on va rester aux alentours de 7, et puis certains considèrent qu'on va être en dessous de 4. Et en dessous de 4, ça veut dire que le système financier lâche. Moi, je pense pas que ça lâchera pour une raison simple, c'est qu'il y a 3400 milliards de dollars de réserves de change, et donc ça peut servir de coussin amortisseur. Alors, ils vont pas vendre les 3500 milliards de dollars de réserves de change dans la seconde, mais c'est une réserve qui a déjà été utilisée par le passé et qui pourrait l'être à nouveau. Mais on voit bien, c'est ça un des points aussi sur lequel on doit être attentif, on voit bien que la Banque de Chine veut freiner l'ensemble. Donc ce changement de tendance sur l'économie chinoise, eh bien, pèse sur les échanges et sur la dynamique de toutes les économies asiatiques, parce que la Chine est le premier partenaire commercial de tous les pays asiatiques, et ça pèse, je le répète, mais ça pèse très lourd, et donc on voit cette situation un peu fragile, et c'est à mon sens la deuxième source de fragilité des économies émergentes. Et puis le troisième point, c'est que généralement, quand on regarde sur une longue période, eh bien, quand la politique monétaire américaine devient accommodante, eh bien, les flux de capitaux vont des États-Unis vers les émergents. Quand il y a un signal de durcissement de la politique monétaire aux États-Unis, eh bien, les flux s'inversent, et c'est ce qu'on observe effectivement, avec des fragilités très marquées sur les devises. On l'a vu sur la roupie indienne, on l'a vu sur les devises brésiliennes, indonésiennes, il y a turc même, il y a des soucis sur ces devises, et ça traduit ces arbitrages un peu nouveaux auxquels on a à faire face. Mais ça, c'est un point sur lequel on doit être extrêmement attentif, parce que ça fragilise quand même assez sensiblement la dynamique de reprise. Et pour l'instant, les pays émergents sont dans une phase extrêmement inconfortable où eh bien, il faut retrouver de la croissance, tenir la devise, mais tenir la devise, ça peut demander à avoir des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, mais des taux d'intérêt plus élevés, ça pèse sur la croissance. Donc il y a cet arbitrage-là très fort qui est important, et on l'a bien vu, cette angoisse, si je puis dire. La semaine dernière, où il y a 10 jours, Raghu Rajan, qui est l'ancien patron des économistes du FMI il y a une dizaine d'années, qui est prof à Chicago, a été nommé patron de la Banque centrale indienne, et on lui a bien fait comprendre qu'il fallait très vite stabiliser la monnaie et retrouver de la croissance. Donc les pressions sont extrêmement fortes, et là il y a un enjeu, il y a une fragilité, un risque de volatilité sur les émergents qui est assez marqué, et sur auquel il faut être extrêmement attentif. Si on regarde les pays asiatiques, vous voyez que partout ça s'infléchit, la Corée, Taïwan, la Chine bien sûr,
Le Japon même c'est un peu ralenti, hein. Les Japonais s'interrogent quand même sur la façon dont la situation va se mettre en place au Japon. J'en reparle dans un instant, mais on voit bien cette situation, cette zone qui était la zone de référence de la croissance mondiale avant la crise, eh bien, ne joue plus du tout ce rôle. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et je le répète, cette situation nous pénalise en Europe, parce que quand on regarde la structure des exportations de l'Allemagne ou de la France, en dehors des échanges qu'on a avec l'Europe, c'est vers l'Asie que les échanges sont les plus importants. Et donc ce ralentissement asiatique est quelque chose qui peut potentiellement pénaliser les exportations européennes et donc fragiliser la conjoncture. Alors, deux indicateurs sur l'Asie, un sur la Chine. On voit ici l'évolution des exportations chinoises. On a pas mal parlé au début du mois, mais parce qu'on observe que les chiffres chinois ne sont pas très bons. On le voit ici sur les exportations, hein. Alors, sur les exportations, c'est ce que je mettais dans le blog, soyez bien attentifs à ça. Interprétez plutôt la ligne violette, qui est une moyenne sur 3 mois, que la ligne bleue, qui est le chiffre mensuel, hein. Ce sont des chiffres en variation sur un an, et le chiffre mensuel est toujours extrêmement volatile. Donc, au mois de juin, dans les commentaires qu'on a pu lire, on était en récession, et au mois de juillet, on est passé de moins quelque chose à plus 5, on était revenu en croissance significative. Globalement, voilà, on reste dans cette zone un peu en dessous de 10%, ou autour de 10%, pas plus, hein. C'était à comparer avec ce qu'on avait précédemment. Donc on voit bien que l'impulsion est beaucoup plus faible, et c'est ça qui nous intéresse sur ce commerce extérieur chinois aujourd'hui. L'autre point qu'on pourrait rajouter sur la Chine, je l'ai pas mis ici, mais c'est l'évolution de l'investissement qui reste très faible. Donc on a un modèle qui ne dispose plus des atouts précédents, c'est-à-dire une croissance forte des exportations, des investissements robustes, et qui ne bénéficie pas non plus encore d'une croissance excessive de la consommation. On reste aux alentours de 10-12% en volume, donc c'est pas excessif, et donc on a une économie qui continue de se chercher, et c'est ça le point majeur auquel il faut être attentif. Sur le Japon, j'ai remis ici l'évolution du PIB japonais jusqu'au deuxième trimestre. Le deuxième trimestre est un petit peu plus faible qu'attendu, et ça pose des questions sur Abe, sur la façon dont la stratégie des Abenomics va être mise en œuvre. D'abord parce que là, il prend du retard. L'objectif de Abe est simple, hein, on peut le résumer en 3 points. Le premier, c'est en 2013, de caler l'activité japonaise autour de 2%. Premier point. Deuxième point, comme elle sera aux alentours de 2%, il faut prolonger le mouvement et mettre en place des réformes structurelles pour garantir cette croissance à 2%. Elle est spontanément plutôt aux alentours de 1. Et troisième point, comme cette croissance est sur 2%, eh bien, le gouvernement peut mettre en œuvre une politique budgétaire plus restrictive afin de rééquilibrer progressivement, très lentement, les comptes publics et de limiter l'évolution de la dette. Je vous rappelle que la dette publique japonaise est à 247% du PIB, ce qui est quand même un petit peu élevé. Et donc l'objectif de Abe est celui-là. Mais ce qu'on constate, c'est que eh bien la croissance n'est pas aussi robuste qu'imaginé. Alors j'avais fait le calcul sur le chiffre du deuxième trimestre. On a un acquis qui est assez faible. Je l'avais noté quelque part. On est à un acquis de 1,1%. Non. 1,1% à la fin du deuxième trimestre,
et on aura probablement une croissance qui sera aux alentours de 1,6. C'est-à-dire qu'on n'est pas calé sur le 2%, et à partir du 1er avril 2014, au moment de la nouvelle année fiscale, le Japon veut changer la donne. Il y a une hausse de TVA qui est prévue, il y a une diminution sensible des dépenses publiques qui est attendue, et ce double mouvement eh bien, pourrait fragiliser l'économie si elle n'est pas sur une allure très, très robuste. Là, il y a quelque chose auquel il faut être attentif. On se souvient qu'en 1997, la hausse de TVA avait généré une récession au Japon. Les discussions sont très vives sur cette question aujourd'hui. Et d'autant plus que les réformes structurelles que qu'Abe est censé annoncer, eh bien, sont plutôt n'ont pas encore convaincu totalement, et il n'y a pas de calendrier. Et donc, il y a un peu de flou dans ces questions. Donc, on a bien vu tout le monde être plutôt optimiste au moment des annonces qui avaient été faites en début d'année, et puis progressivement, que ce soit les entreprises, on le voyait sur l'indicateur PMI juste avant, quand on regarde les ménages aussi, quand on regarde les enquêtes auprès des ménages, on a des choses qui sont un petit peu moins vives, et donc là, il y a un changement qui s'est opéré et qu'il va falloir suivre. Alors, j'ai fait 2 papiers sur le blog sur cette question, hein, le 11 et 12 août, ou 10 et 12 août, je ne sais plus. Si ça vous intéresse, référez-vous à ça, à ce document. Sur l'Europe, on parlera des États-Unis juste après. Juste quand on regarde les graphiques, ce qui est intéressant ici, dans le secteur manufacturier, tout le monde converge à 50, à l'exception de la Grèce, tout le monde est là. Ça veut dire que, voilà, on a un changement qui s'est opéré en Europe. L'autre point majeur, c'est que vous avez ici, c'est un point que j'ai souvent souligné, vous avez ici l'évolution des commandes à l'exportation. Voilà, on était sur des trucs très volatiles, avec des écarts-types très forts. Voilà, tout le monde converge autour, voire au-dessus de 50. Qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Irlande, qu'on soit en Italie, qu'on soit en France, tout le monde converge autour de 50. L'Allemagne est un peu à la traîne, peut-être, parce qu'il y a cet effet asiatique que j'évoquais tout à l'heure, et la Grèce est à la traîne, mais sur le mois de juillet, tout le monde est très fort. Ça, c'est quelque chose, c'est pour moi le point conjoncturel le plus marquant sur l'Europe. Les pays européens, à l'exception d'une certaine manière de l'Allemagne, mais c'est pas vrai à 100%, font la majeure partie de leur commerce avec l'Europe. Et donc, vous avez une dynamique européenne qui, à travers cet indicateur, traduit un changement de situation. Les échanges recommencent en Europe, et ça, c'est un facteur qui, dans le passé, a toujours été extrêmement favorable. Et donc, c'est le point sur lequel on va être très attentif, je vais être très attentif au cours des semaines qui viennent. On a jeudi matin le chiffre du mois d'août sur ces indicateurs. Vous aurez tous les éléments, d'abord sur Twitter, ensuite sur le blog, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si effectivement on a confirmation de ce mouvement, eh bien la dynamique cyclique européenne se donnera des signaux effectivement d'amélioration durable. L'autre facteur que j'ai pas mis en graphique ici, c'est l'évolution du ratio commande sur stock. C'est un graphique que j'ai souvent évoqué, mais qui là, à nouveau, est au-dessus de 1. Ça veut dire qu'il y a une dynamique productive plutôt favorable pour répondre à la demande. Donc ça, c'est un autre point que je voulais souligner. Et là, il y a, de manière endogène, une dynamique cyclique qui est en route, qui est extrêmement intéressante et positive pour la zone euro. Ça ne veut pas dire spontanément qu'on aura 4% de croissance, mais ça veut dire que le risque de rupture sur l'activité a franchement baissé, et ça, c'est quelque chose de très positif aujourd'hui sur la zone euro. Voilà, ça c'est l'autre point. Alors on a le graphique sur l'ensemble de l'activité, hein, secteur manufacturier et secteur des services. Et vous voyez que tout le monde converge, à l'exception de l'Italie, qui est un peu pénalisée sur les services, qui est fort dans cette enquête sur le secteur manufacturier, mais qui est pénalisé sur les services. Tout le monde converge vers 50. On a ce changement
d'attitude, de comportement qui est important. Sur l'économie américaine, alors oui, juste, j'avais mis ce graphique aussi, sur les commandes à l'industrie en Allemagne, on a là aussi des signaux plutôt positifs, même si le chiffre européen, zone euro, ici en bleu, qui s'est accéléré, hein, vous avez en ligne fine, plus claire, l'évolution du mois sur le mois, enfin l'évolution mensuelle, la courbe plus longue est une moyenne sur 3 mois, on a une accélération très forte en juin, c'est sur des commandes d'Airbus à l'industrie allemande. Hein. Vous savez que Airbus est fabriqué, et je sais que ceux qui m'écoutent, il y a pas mal de gens de Toulouse, et à Toulouse on fabrique l'Airbus, mais l'Airbus est aussi un produit qui est fabriqué en Allemagne, en Italie, etc. Et là, comment dire, ceux qui ont sorti les stats, le ministère qui a sorti les stats a très clairement indiqué que ça a été le facteur majeur d'amélioration des commandes, mais ça fait partie du jeu, mais ça explique cette accélération très brutale des chiffres européens. Donc ça, c'est aussi plutôt un signal intéressant. Et si on prend les biens d'équipement, les commandes de biens d'équipement, c'est un graphique, un indicateur qui est assez bien corrélé en tendance, hein, c'est pas très précis, avec l'investissement des pays de l'OCDE. On a un signal plutôt positif. Ça aussi, c'est un graphique qui est sur le blog. Sur l'économie américaine, rebond très significatif de l'ISM manufacturier et non manufacturier. On voyait l'ISM manufacturier tout à l'heure. Là, on a confirmation aussi. Quand on regarde l'indicateur global, on a une accélération qui est assez sensible. C'est probablement un phénomène de rattrapage par rapport à un chiffre de juin qui était très faible. On le voit sur l'indicateur de commandes. Vous voyez que les commandes avaient chuté de façon très marquée au mois de juin, rebondissant très fortement au mois de juillet. Si on fait la moyenne, on n'est pas sur quelque chose d'aussi simple. Donc, ne nous énervons pas sur ces questions. D'ailleurs, on a vu sur les chiffres du mois d'août de la Fed de Philadelphie et de la Fed de New York que les indicateurs d'activité ne suivaient pas cette accélération d'ISM. Donc, n'allons pas trop vite sur cet emballement des chiffres américains. Mais globalement, les signaux sont un peu meilleurs sur l'économie américaine. Le risque apparaît moins. C'est ça. C'est pas que les signaux sont forcément hyper bons, mais les risques apparaissent moins. Et juste de manière anecdotique, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé marquant au début du mois d'août. Là, j'étais à un séminaire NGAM à Boston, et c'est un séminaire que je fais tous les ans. Et j'ai trouvé cette année que, notamment dans la dynamique immobilière, il y avait des changements beaucoup plus, des changements assez positifs sur ce secteur à Boston. Et j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait que lui, il était à Tampa, à côté de Miami, et il avait la même perception sur l'immobilier. Donc il y a des choses qui bougent, et c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et alors c'est anecdotique bien sûr, mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on s'emballe de façon excessive. Et puis dernier point que je voulais signaler sur l'économie américaine, c'est l'évolution des inscriptions au chômage. C'est un indicateur très très important. Et vous voyez que sur le chiffre paru la semaine dernière, on a retrouvé des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis 2008. Donc on a un signal là qui est généralement un signal important sur la dynamique macro. C'est les gens qui s'inscrivent, qui perdent leur job et qui s'inscrivent au chômage. Vous voyez que là il y a une dynamique qui a changé un petit peu de nature. On est revenu sur des normes assez réduites par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Et c'est un des facteurs qui clairement sous-tend l'optimisme américain qu'on constate. Alors, optimisme américain qu'on ne retrouve pas pour autant dans les stades, dans les prévisions. Hein. Sur les prévisions américaines en 2013, les chiffres oscillent entre 1,5 et 1,7, et pour l'année prochaine, on est entre 2,5 et 2,7. Donc ça ne fait pas, on n'est pas dans un univers d'accélération très très brutal de l'activité. On n'est pas du tout dans ce mood, dans cet esprit-là. Alors sur l'Europe, on a eu des chiffres sur la croissance
de l'activité au deuxième trimestre. Donc 0,3 en zone euro, 0,7 en Allemagne, 0,5 en France, moins 0,1 en Espagne, moins 0,2 en Italie. Voilà, des chiffres, quelque chose de négatif aux Pays-Bas, j'ai oublié le chiffre. Mais voilà, on a des signaux plutôt positifs en Allemagne et en France, mais aussi en Italie et en Espagne, pour une raison simple, c'est que les attentes, et ça c'est vrai pour tous les pays de la zone euro, et c'est pour ça que ce que j'évoquais tout à l'heure sur la dynamique des enquêtes est intéressante, c'est que sur tous les pays les grands pays de la zone euro, y compris le Portugal, on a eu des surprises positives par rapport aux petits modèles qu'on pouvait bidouiller dans notre coin, chacun de notre côté. Et on s'aperçoit que voilà, sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur l'Espagne, sur la zone euro, les chiffres attendus étaient beaucoup plus faibles. Et là, d'une manière cohérente, si je puis dire, toutes les surprises ont été plutôt à la hausse. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, on a la stabilisation d'activité qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on voyait dans les enquêtes et qu'on avait déjà évoquées, mais qui, pour l'instant, quand on bidouille les chiffres, si je puis dire, ne faisait que aux alentours de entre 0, 0,1, peut-être 0,2 de croissance maximum sur la zone euro, pareil sur la France, mais pas 0,5 sur la France ou 0,2 ou 0,3 sur la zone euro. Alors qu'est-ce qui a joué favorablement? Alors on n'a pas forcément tout le détail, hein. Sur l'Europe, la zone euro, on n'a pas de détail. Sur l'Allemagne, on a un détail verbal, on n'a pas de chiffres. Sur la France, on a du détail. Alors le détail sur la France, c'est plutôt la consommation. Alors là aussi, sur la consommation, c'est plutôt de l'énergie, parce qu'il a fait froid au printemps et que d'habitude, on consomme moins d'énergie. On a acheté des voitures aussi, il y a un rebond du marché automobile, qui n'est pas forcément pérenne, mais qui a joué. Sinon, il y a un peu plus de services aussi, mais il y a pas mal de postes qui ont été négatifs. Donc, en d'autres termes, quand on regarde le signal sur la consommation, on ne peut pas exclure que l'amélioration de 0,4 sur le trimestre soit en partie aléatoire et que ce ne soit pas forcément reconductible spontanément. Donc, on a ce facteur-là qui a joué positivement, les dépenses de l'État, que ce soit les dépenses de consommation et d'investissement, ça a été un soutien à la demande, et puis les stocks qui expliquent 0,2. Donc on a 0,2 de demande intérieure, 0,2 de stock et 0,1 on a 0, là j'ai un doute, peut-être 0,3 sur la demande intérieure, 0,2 sur les stocks et 0 sur le commerce extérieur. Je crois que c'est ça, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Sur l'Allemagne, on sait qu'il y a beaucoup de consommation, il y a de l'investissement, et là il y a un peu le même phénomène qu'en France. Il y a eu très peu d'investissement au premier trimestre 2013, parce qu'il faisait très froid. Par contre, il a fait plus doux au printemps, et donc l'investissement a été beaucoup plus fort. Voilà, ce sont des choses qui existent, mais qui ne sont pas forcément reconductibles. En d'autres termes, n'attendez pas que le 0,5 en France, le 0,3 en Allemagne, en zone euro se reproduisent systématiquement. On n'est pas encore dans cette dynamique-là, pour une raison simple, c'est que, et ça j'insiste, c'est le point sur lequel j'ai toujours insisté dans mes commentaires, c'est que l'investissement reste encore très faible en France, en Italie, en Espagne. C'est un peu moins vrai en Allemagne, mais c'est pas très brillant. Et on n'a pas encore de reprise brutale, forte, durable de l'investissement. Et tant qu'on n'aura pas ce phénomène, eh bien, on ne peut pas faire l'hypothèse qu'on sera sorti de cette gangue un peu morose de l'activité. Donc, ayez bien ça en tête, et on va le voir, on va revenir dessus dans un instant. Alors, pourquoi on ne va pas l'avoir spontanément là tout de suite? Eh bien, parce que quand vous êtes une entreprise, que ça fait 2 ans que votre activité est médiocre, soit parce qu'elle baisse parce que vous êtes une entreprise de la zone euro, soit parce qu'elle est stable dans le cas français, eh bien vous attendez que la situation s'améliore, que vous ayez que vous soyez rassuré sur cette dynamique de l'activité avant de vous remettre à investir, avant de vous remettre à embaucher, et c'est pour ça qu'il y a du temps qui se passe.
Mais on voit bien on voit bien le cheminement, hein. J'ai eu beaucoup d'incertitudes. Je préfère être sûr de ce qui se passe avant de m'engager, parce que l'investissement, parce que l'emploi est quelque chose de lourd et de durable, et je vais pas prendre de risques excessifs. Alors, un point qu'on peut souligner quand même, et qui est en phase avec ce que j'évoquais sur le cycle, sur les enquêtes tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup moins d'incertitudes. Ça traduit aussi beaucoup moins d'incertitudes sur la zone euro, et ça, c'est plutôt un signal intéressant et positif pour la dynamique. C'est-à-dire qu'on a réduit une partie de l'incertitude. Mais ça ne veut pas dire pour autant que il faille ne plus rien faire. Il faut aujourd'hui à nouveau définir un cadre européen, définir un cadre national dans lequel chacun puisse s'investir. Et dans le cas français, il va être extrêmement intéressant de voir comment, parce qu'on voit bien que sur l'économie française, il y a besoin d'investissement, et on a bien vu dans le rapport dans les rapports qui ont été discutés hier sur l'économie en France en 2025, le but du jeu, c'est d'être tout électronique, d'être dans une économie pratiquement 4.0. Ça veut dire que pour ça, il faut vraiment beaucoup investir. Et donc, l'objectif doit être d'inverser la perception que les chefs d'entreprise ont sur leur environnement, sur la volatilité qu'il peut y avoir sur le cadre fiscal, juridique, etc. Il y a eu beaucoup d'incertitudes ces derniers mois, et ce facteur-là va être extrêmement important. Et donc, on va voir dans les semaines qui viennent les négociations sur les retraites, les négociations sur la loi de finances 2014, comment les choses vont être mises en place et comment les choses vont avancer. Alors, si on regarde pays par pays, l'évolution du PIB en violet, l'évolution de la tendance calculée jusqu'en 2008 est prolongée, et puis là, j'avais fait une petite tendance jusqu'en 2011. On voit bien le décrochage, les 6 trimestres de baisse d'activité et le rebond du deuxième trimestre 2013. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'imaginer une rupture à la hausse? Pas encore. Une rupture à la hausse, quand on regarde les signaux habituels, qu'on va beaucoup plus vite que la tendance. C'est-à-dire qu'on a un changement radical d'orientation. Ça veut dire qu'il faudrait avoir une croissance de l'ordre de 3-4% en taux annualisé sur un trimestre pour casser les choses. C'est pas le cas pour l'instant, ni en zone euro, ni en France. Ça peut être éventuellement le cas en Allemagne, puisque 0,7, ça fait du 2,9% à peu près, je crois que c'est le chiffre de 2,9% en taux annualisé. On a une tendance à 1,3. Là, il y a quelque chose de significatif et d'important. Mais on voit bien que l'économie allemande reste très proche, et restait très proche de sa tendance. Et c'est l'économie qui est la plus stable aujourd'hui. Si on regarde l'économie française, voilà, vous avez depuis 2011 une économie qui est stable, et puis un léger rebond ici. Le mouvement, si vous faites la moyenne de tout ça, pas sûr qu'on soit très positif. Donc n'interprétons pas ce mouvement comme quelque chose comme une rupture brutale, très forte. Attendons pour voir, parce que pour l'instant, on est plus dans la correction que dans la rupture. Quand l'investissement aura redémarré, on changera de discours forcément. Mais quand on regarde le taux d'investissement, c'est-à-dire le ratio investissement sur PIB, eh bien on est là aujourd'hui à un niveau faible, voire très faible. Vous voyez qu'on a été très, très fort en 2010, on s'est cassé la figure, là on a été fort, etc. Aujourd'hui on est sur un niveau très faible, donc il faut revenir inverser la tendance, et ça c'est quelque chose qui est toujours très long. Sur l'Italie, on est toujours en récession, même si le chiffre était moins négatif qu'attendu. Alors sur tous ces éléments, vous avez les chiffres de croissance, d'acquis, etc. sur le blog. Je les ai pas repris ici. Mais voilà, sur l'Italie, on doit être à moins 7 d'acquis pour 2013. Donc on reste sur des chiffres très faibles. Très faibles aussi en Espagne. Vous le voyez ici sur le graphe. On est quasiment en récession depuis 2008 en Espagne, et là il y a toujours un vrai souci, même si on observe que
la situation est en train de changer sur l'économie espagnole. On a quelques signaux qui sont un peu meilleurs sur l'activité, des signaux qui sont toujours très difficiles sur les prêts non performants. On a eu des chiffres hier qui montraient que les contentieux bancaires augmentaient de façon significative. Mais voilà, on n'est plus forcément dans une économie de rupture, mais on n'est pas encore dans une économie de croissance, loin de là. Et puis sur les Pays-Bas, toujours une phase d'ajustement. Je vous rappelle que les Pays-Bas ont eu une bulle immobilière très spectaculaire, un endettement des ménages tout à fait exceptionnel et qui est en train de s'ajuster, mais qui se traduit par une récession assez longue. Depuis 2011, on voit l'économie s'infléchir. Et puis dernier point sur le Portugal, qui rebondit de façon intéressante, mais qui reste avec un acquis pas loin de 2% de mémoire. Donc on est sur des chiffres extrêmement faibles. Voilà ce que je voulais évoquer. Alors si, la Grèce, aussi un petit mot. On a eu les chiffres du deuxième trimestre. Donc ici, vous avez le PIB en niveau, qui a cette allure-là. Et donc on est revenu au niveau de 2001 en termes de PIB. Et on est à 22% à peu près de baisse depuis le point haut de 2008. Donc ça, c'est quelque chose d'assez brutal. Et si on regarde le PIB par tête, eh bien, on revient à 99. Donc, on a quasiment 25% de repli sur le PIB par tête. Et l'autre jour, j'avais lancé ce graphe sur Twitter, et une journaliste grecque m'a répondu en me disant vos chiffres, ouais, mais si on regarde les conditions sociales, tous les éléments sur la sécurité sociale, c'est pas en 99 ou dans les années 90 qu'on est revenu, c'est dans les années 50. Donc voilà, c'est aussi un ressenti très fort du côté de la Grèce, avec certainement un retour à l'équilibre qui va être très très long, et une vraie interrogation qui m'avait été posée au mois de juillet, de dire est-ce que la Grèce peut sortir de cette situation? Sûrement pas. J'ai développé des éléments sur le blog là-dessus. On ne peut pas faire l'hypothèse, là je l'ai pas mis sur le graphe, mais le PIB nominal baisse plus vite que le PIB réel, ça veut dire qu'on est en déflation en Grèce, et que cette situation de déflation fait que le ratio dette publique sur PIB continue de se dégrader parce que le PIB baisse. Et donc, même si les Grecs font des efforts considérables, de toute façon, leurs indicateurs ne vont pas s'améliorer. Et donc, on a une responsabilité très forte pour éviter que ça s'envenime, parce que là, la situation devient ingérable. Alors, si on parle de taux d'intérêt, de politique monétaire, juste un graphique ici, vous avez l'évolution du PIB américain, trimestre par trimestre, 1,1 au premier trimestre, 1,7% au deuxième trimestre, et puis je me suis posé la question, quel serait le taux de croissance nécessaire pour atteindre la cible de 2,45 de la Fed. Je vous rappelle qu'en juin, la Fed a indiqué qu'elle avait 2,45 d'objectifs, de prévision plutôt sur 2013. Eh bien, 2,45, ça veut dire 7,4% de croissance au troisième et au quatrième trimestre. Ce sont des taux annualisés, certes, mais ça fait beaucoup, et bien au-delà de ce qu'on observe depuis sur le graphique. On constate des chiffres comme ça uniquement au début des années 80, quand Reagan était extrêmement brutal dans sa politique économique, avait fait une politique de relance keynésienne très forte. On n'est pas dans cette situation. Donc la Fed n'atteindra pas son objectif. Ça pourrait infléchir son comportement de tapering. Alors, sur les taux, on a des taux qui sont montés ici de manière significative aux États-Unis, y compris en Europe aussi. On voit le 2 ans européen qui bouge un peu, c'est la courbe bleue, la courbe rouge ici. Alors, comment interpréter ces problématiques? Deux choses. Sur les États-Unis d'abord, je pense qu'il y a deux, trois éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier, c'est que on pourrait imaginer, quand on regarde cette courbe, que les prévisions de croissance sont exceptionnelles. On change de régime. Mais, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les consensus ne reflètent pas une accélération très brutale
de la croissance économique. Et donc, on n'est pas encore dans une situation où l'économie aurait retrouvé une allure habituelle. Donc ça, c'est un premier point. Que les taux soient un petit peu plus élevés, pourquoi pas, parce que les prévisions de croissance sont un peu plus stables, ok, mais ça n'explique pas ce mouvement. Il me semble que, alors il n'y a pas non plus, je l'ai mis ici, d'anticipation d'inflation exceptionnelle. Hein. Vous avez le 5 ans dans 5 ans, le point mort d'inflation du 5 ans dans 5 ans aux États-Unis. Vous voyez qu'on tourne autour de 2,5%, donc il n'y a pas d'accélération particulière sur ce point. Il me semble que l'incertitude qu'il y a à la succession de Bernanke explique ce mouvement. Alors, deux choses. Le premier, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, Bernanke, le 19 juin, a évoqué un cadre en disant voilà, on arrêtera le quantitative easing quand le taux de chômage sera à 7%. Alors, ça peut être un élément, parce que le taux de chômage sera peut-être à 7% plus vite que cela n'était attendu par la Fed. Pardon. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que Bernanke a dit on ira à 6,5%, on attendra d'avoir un taux de chômage à 6,5% pour bouger les taux, pour commencer à réfléchir à bouger les taux. Et donc, il a donné toute une structure toute une série de jalons sur cette question. Le deuxième point auquel on doit être attentif, c'est voilà, qui va lui succéder? Et est-ce que le successeur mènera exactement le même type de politique? Et là, il y a une vraie interrogation. Parce que quand vous regardez les favoris, vous avez Larry Summers, qui est un ancien secrétaire d'État au Trésor de Clinton, et puis vous avez Janet Yellen, qui est l'actuelle vice-présidente de la Fed. Et donc il y a une sorte de bras de fer entre les deux, parce que derrière, il y a des stratégies et des façons de réfléchir à la politique monétaire plutôt qui sont très diverses. Janet Yellen est totalement dans la lignée de Bernanke, et donc si effectivement c'est elle qui a le poste, on restera dans ce qui a été évoqué par Bernanke, peut-être même un peu plus souple, hein, parce que elle est moins dure, si je puis dire, que Bernanke sur cette question. Mais la probabilité qu'elle soit élue, si je puis dire, est faible. Elle est inférieure à 50%. Ah, il y a des cotations sur le marché américain sur ces points, et sa cote est à 11 contre 10. Ça lui fait une probabilité de gain de 47% de mémoire, voilà. Elle est à 10 contre 11, pardon. Comment dire, à 11 contre 10, pardon. Et Larry Summers, lui, a une stratégie dans laquelle il dit, en fait, le quantitative easing est un truc qui n'a servi à rien. Et donc, on ne peut pas exclure que si effectivement Larry Summers arrive au pouvoir, eh bien, le quantitative easing soit très vite réduit, et que, comme il considère que la politique budgétaire est plus efficace que la politique monétaire, on pourrait imaginer que cette situation soit, qu'il mette en avant une politique monétaire plus neutre que par le passé. Donc ça, c'est une vraie différence, et il est à 4 contre 6. Ça veut dire qu'il a 60% de chances de gain. En fait, sa cote oscille entre 60 et 70% de gain. Larry Summers a travaillé, a été le premier chef des conseillers économiques fédéraux de Clinton. Il y a le Council of Economic Advisors,
il n'y était pas, mais il y a un autre conseil de la sécurité économique dont il était le patron, et il a été un des hommes forts du début du premier mandat d'Obama. Et donc il est très proche, il est resté très proche d'Obama, il est très politique, et il est retourné professeur à Harvard, mais il reste très politique, et donc il a la cote. Alors après se pose une autre question qui va être de savoir comment ce nouveau président va convaincre les membres du FOMC, c'est-à-dire les autres présidents de banques centrales régionales. Là, il y a une vraie question. Il y avait un article dans l'Wall Street Journal cette semaine qui disait Bernanke, quand en septembre dernier avait évoqué le QE3, eh bien, il avait réuni tous les membres chez lui un week-end, ils avaient discuté, il les avait convaincus. Là, le journaliste dit avec Yellen, ça peut éventuellement se passer comme ça, il n'était pas convaincu, mais il était persuadé qu'avec Summers, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Donc, il y a un changement qui pourrait s'opérer. Et puis, un autre point sur lequel on doit être attentif, c'est que Summers a quelques casseroles. Et vous savez que la personnalité nommée pour être président par le président de la Fed, nommé par le président des États-Unis, doit passer devant le Congrès. Et Summers avait été remercié de son poste de président de Harvard pour des propos un peu machistes. Et donc, voilà, il y a aussi un peu d'incertitude sur cette question. Et c'est à mon sens, parce qu'on ne voit pas très bien ce qui va se passer sur la politique monétaire, ce qui va se passer à la Fed, qu'il y a ces tensions sur les taux 10 ans. Il y a une caisse de résonance assez forte. Alors le changement doit avoir lieu le 31 janvier prochain. Ça veut dire qu'on aura une nomination assez rapidement à l'automne. Et donc il faut être attentif à ça. Ça veut dire que probablement d'ici la fin de l'année, on va rester sur des tensions assez sensibles sur les taux d'intérêt américains. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est effectivement ce qu'on observe sur les taux européens. Alors, il y a un peu de sympathie, si je puis dire, avec les taux américains. Et puis, il y a aussi les propos qui ont été tenus, ça, je voyais hier, par le président de la MUBA, Weinmann, qui a déclaré que l'engagement de Draghi de maintenir des taux très bas pendant très longtemps était un engagement non conditionnel. On n'a pas de guidance, et donc Weinmann rejoue du tricheur, c'est-à-dire de dire on pourrait remonter les taux beaucoup plus vite que vous ne l'attendez. Et ça, c'est un facteur d'incertitude très marquant, très fort. Personne n'a envie de revenir sous cette période trichée où d'un mois sur l'autre, on pouvait changer d'attitude. Et donc là, Draghi va devoir clairement poser les choses. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Ça veut dire que, globalement, on a de l'incertitude sur les politiques monétaires. Celle-ci était jusqu'à présent très prévisible. Du fait du changement à la tête de la Fed, on crée beaucoup de bruit. Et puis, en zone euro, eh bien, il faut que Mario Draghi soit plus décisif sur la façon dont il va gérer sa politique monétaire. Tout ça, c'est un peu nouveau et ça va être important dans les semaines qui viennent pour éviter que les hausses de taux ne perdurent et finalement ne pénalisent l'ensemble de l'activité. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Vous êtes tous soit sous le charme de mes propos, soit complètement assommés. Mais voilà, donc n'hésitez pas à soit m'envoyer des mails, soit regarder sur le blog, sur Twitter. Voilà, toutes ces infos que j'essaie de vous fournir toutes les semaines, tous les jours même quasiment, et puis avec ces conf calls hebdomadaires. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Et je vous dis bonne semaine. Et il y a un papier sur les taux qui sortira ce soir, très probablement, sur le blog. Bonne semaine à tous. Au revoir.